On est en train de parler de notre littératie technologique. Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de gérer la base de la technologie? L'informatique, c'est pas donné à tout le monde. Il y a encore des gens qui sont un peu réticents. Jean-François Ouellet est professeur agrégé au département d'entrepreneuriat d'innovation à HEC Montréal. J'insiste sur innovation parce que longtemps, on disait, mon Dieu, l'innovation technologique, mais aujourd'hui, un ordinateur, être capable d'envoyer un courriel, puis aujourd'hui, c'est l'IA. Donc, l'IA va devenir ce qu'était hier une technologie très de base. Là. Comprends? Puis là, ton prochain chapitre qui m'intéressait beaucoup, c'était est-ce que l'IA, à défaut de nous coûter des jobs, peut-elle aussi en créer? Est-ce qu'elle peut nous aider à trouver du travail? Puis toi, tu poses souvent cette question-là. Les gens te demandent qu'est-ce que je dis à mon jeune là, qui va sur le marché du travail. Il y a beaucoup de choses là, qui se présentent à nos jeunes, à nos enfants. Oui, plusieurs questions. Là. D'abord, est-ce que l'IA va créer des nouvelles jobs? C'est indubitable. Là. Puis il y a plusieurs choses qu'on ne peut même pas voir poindre devant nous parce que ça n'existe tout simplement pas. Tout comme il y a 20 ans, producteurs de podcasts ou pilotes de drones étaient des choses qui n'existaient pas. On ne pouvait pas deviner que ce serait le cas. Puis d'ailleurs, mes parents, mes grands-parents ont eu une carrière dans leur vie, ma mère 2, là, mais à peu près, les gens choisissaient un métier, puis ils le faisaient toute leur vie. Les gens qui sont actuellement au secondaire, à l'âge de mes enfants, typiquement, on s'attend à ce qu'ils aient entre 4 et 6 carrières. Donc, ça veut dire qu'ils vont changer de métier. Il y a des métiers qui vont disparaître plus vite qu'avant. Il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, de se tenir à l'affût, finalement. On parle plus de métier, on parle plus d'aptitude. C'est qu'est-ce que tu sais faire? Tout à fait. Et l'aptitude numéro 1 qui va prendre le dessus va devenir de plus en plus humaine pour une raison. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, là, il y a des choses que l'IA ne peut pas faire, puis même avec des robots qui sont parfaitement capables d'imiter les expressions faciales, la voix, il y a des facteurs biochimiques qui font en sorte que lorsqu'on touche à un autre être humain ou qu'on est proche, on ressent des choses qu'une machine ne peut pas nous communiquer également. Fait que ça, il y a cette composante-là qui va demeurer parce que l'IA ne sera jamais capable de faire ça. Mais au-delà de ça, deuxième question, c'est relativement simple. Est-ce que l'IA peut aider à trouver un emploi? Bien, ça, oui. En passant, si vous faites un peu de marketing dans la vie, là, vous savez qu'écrire une lettre à un client ou à un employeur potentiel que vous personnalisez, ça prend du temps, il faut faire ses recherches. Mais l'IA, désormais, peut faire en sorte que le temps que ça vous en prend pour normalement écrire une lettre puis faire une application sur une job, vous êtes capable d'en faire 40 désormais. Puis ça fait juste faire en sorte que votre moyenne au bâton va augmenter parce que vous personnalisez de facto ce que vous envoyez à des employeurs potentiels. Tu vois, c'est drôle parce que sur la lettre, on appelle ça une lettre d'intention, motivation. Ou de motivation. Ça, je parlais à des jeunes, là, des fins vingtaine, début trentaine, là, qui sont justement soit en fintech ou vraiment, là, ils sont quand même calés. Ils ont au moins un bac plus. Et il me disait, il y en a un, entre autres, qui s'est fait... c'est des jobs bien payés. Bien payés, là, plus de 100 000 150 000 C'est vraiment, là, que tu as 30 ans, tu travailles fort, mais c'est de la tech, là. Et il me disait, hey, je me fais encore demander des lettres de motivation. Si tu es assez niaiseux, je suis allé la faire sur ChatGPT, ça m'a pris 5 minutes. Mais tu sais, il y a des affaires aussi on dirait qu'il y a des employeurs qui savent pas qu'il y a des affaires qui se demandent plus. Ça sert à rien aujourd'hui de demander une lettre d'intention. Ouais, mais là, attends, là. Moi, on m'en demandait à l'époque, je trouvais ça cave. Tu comprends? Mais c'est comme, passe-moi en entrevue, crois-moi que je vais te convaincre. Mais je vais t'envoyer une lettre qui va tomber visiblement dans la poubelle. Oh, ça, c'est pas vrai, par contre. Ça va pas à la poubelle? Ça dépasse parce qu'il y a, encore une fois, un mécanisme. Moi, j'aime mieux voir l'humain, comme tu dis. Ça. Mais il y a un mécanisme d'offre et de demande. Ouais. Pour les emplois auxquels tu faisais référence, pour lesquels il y a beaucoup de demandes, mais peu de candidats. Ouais. Là, effectivement, la lettre de motivation, on s'en fout. OK, on est d'accord. Le premier CV sur l'embauche. Ouais. Mais dans certains autres domaines où est-ce que c'est l'inverse, il y a beaucoup plus de candidats qu'il y a de postes disponibles. La lettre de motivation, ça fait une énorme différence. Mais genre, quelqu'un là, qui veut aller... On parlait de café tout à l'heure. Tu veux aller servir du café chez Tim, là.
Ben, tu serais étonné. Il y en a qui se font demander des lettres. Puis encore là, ça distingue des autres. Parce qu'il y a ça une question devient une d'effort. Ça façon démontre de à quel point tu fais un effort. Là, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, il va toute la passer sa lettre dans le chat GPT. Fait qu'il est où ton... on finit, en tout cas, on finit par le voir aussi, là, les formulations IA. Puis si toutes les lettres commencent à se ressembler, celle qui se distingue va celle dans laquelle tu as mis plus de temps. Là. Mais tu sais, tu disais l'humain. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une entrevue face à face. Oui. Ben, faut se rendre encore à cette entrevue-là. Ouais. Il y a Marcel de Montréal qui dit oui à la productivité des robots pour les chantiers et ramasser les cons orange. Alors, Marcel qui veut voir ça arriver. Les gens sont tellement traumatisés par les maudits cônes. Sinon, ils pensent juste à ça. Oui, je comprends. Même au Nouveau-Brunswick. Il y a Robert qui soulevait ce que tu disais sur les nouveaux diplômés qui ont de la difficulté à se trouver un emploi. Ouais. Cependant, il faut se poser la question cause et corrélation parce que ça coïncide aussi avec le fait que l'économie est plus difficile. Il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Tu sais, j'ai vu le fameux graphique qui disait OpenAI a été inventé, maintenant les jeunes ont de la misère à se trouver de l'emploi, mais tu te rends compte que finalement c'est aussi là où les taux d'intérêt ont commencé à vraiment augmenter, puis donc il y a aussi un ralentissement. Des fois je me demande si c'est pas comme ok, tout est à cause de l'IA maintenant finalement là, t'sais. Non, mais c'est clairement ça peut être deux facteurs, mais qui clairement j'allais dire s'encouragent l'un l'autre là, mais essentiellement un n'explique pas tout, mais les deux ensemble, c'est là où est-ce qu'il y a vraiment une catastrophe. Mais tu sais, la vraie question... dit quoi à nos enfants? Ben, c'est ça. On en revient là. Moi, je leur dis, ben, c'est pas tellement compliqué. Tu sais, première chose, je dirais trois choses. La première, c'est facile de trouver une liste des emplois qui sont les plus à risque d'automatisation et de disparaître dans les prochaines années. Puis encore là, je suis pas sûr que ça va aller aussi vite que ça, là. Donc, déjà, permet de faire un premier tri. Là. Si tu sais que traducteur, ben, ça risque d'être un peu plus difficile. Quoi qu'il y a encore là, c'est niaiseux, il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Jevons en économie, là, qui dit que plus quelque chose devient efficace, plus on l'utilise. Ce qui fait en sorte que le métier de traducteur risque de changer pour devenir plus des gens qui vont utiliser les outils automatiques de traduction, mais dont la job va consister à s'assurer que la loi je comprends qu'on va beaucoup avoir de job de vérificateur d'IA. Ben, c'est sûr et certain. Puis pendant un bout de temps à part de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, tu sais, quand tu choisis une carrière, ben, tu choisis plutôt un domaine, j'ai l'impression, puis surtout le genre de problème que tu aimes résoudre, puis dans quoi tu as envie de travailler. Pas forcément un métier, tu sais. Puis encore là, ben, ça devient toute une autre question. Mais la troisième chose, ben, même en restant sur la deuxième, une question bien simple à se poser, c'est comment est-ce que l'IA risque de changer le métier qu'on compte faire, puis comment on peut imaginer que le métier va changer. Puis la troisième chose, encore une fois, je disais, là, les jeunes d'aujourd'hui vont avoir entre 4 et 6 carrières, là, puis probablement la moitié d'entre elles dans des domaines qui n'existent même pas aujourd'hui. Donc, il faut juste garder en tête que aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque de mes grands-parents où est-ce qu'on choisissait un métier puis qu'on allait à l'usine. Puis que c'était ça qu'on allait faire toute notre vie. C'est plus un choix de vie jusqu'à la retraite. Là, exact. Puis tu as vu cette étude, sans doute, Jean-François, qui disait qu'un salarié sur 10 aujourd'hui, en fait, il faudrait rajouter seulement un salarié sur 10. Seulement à peine 10% des travailleurs québécois travaillent dans une usine, alors qu'à l'époque, c'était 20%, 30%, là, il y a très longtemps, là, au début de l'industrialisation. Aujourd'hui, c'est plus un synonyme d'avenir, travailler dans une usine, parce qu'il y a des robots, il y a de l'automatisation, mais il y a des emplois quand même là, humains qui vont demeurer pour surveiller les fameux robots. Absolument. Des techniciens qui vont... Des réparateurs d'IA. Des réparateurs. Oui, absolument. Puis en fait, la dernière frontière de l'intelligence artificielle, c'est véritablement la robotique. Là. Mais probablement que les dernières choses à être automatisées sont les métiers où est-ce qu'il y a beaucoup de complexité physique pour faire le travail en question. On peut penser à plombier, électricien, des métiers qui nécessiteraient une robotique extrêmement pointue pour être capable de faire le même travail. Donc, il y a des choses qu'on pourrait imaginer vont s'automatiser, puis ça serait... La plomberie, c'est peut-être pas la science la plus compliquée, mais l'exécution, par contre, elle est très compliquée. Puis pour ce qui est des usines, force est de constater qu'effectivement, mais ça, c'est une tendance lourde. Là. Ça fait des années que l'automatisation est en marche. Puis nous, au Québec, il faut quand même le dire, là, on est un petit peu... Oui, on est en retard là-dessus. Là. Absolument. On a des déficits de productivité d'à peu près 15-16 ce qui est énorme. Sur les Américains, notamment. Puis il va falloir combler ça, mais c'est là où l'opportunité de l'intelligence artificielle peut-être va nous sauver.
Par exemple, la France est en retard en matière d'Internet parce qu'eux, ils avaient le Minitel. Ils ont été très longs avant d'adopter l'Internet. Mais quand ils l'ont fait, ils ont, je vais utiliser le terme anglais, là, ils ont fait un leapfrogging. Ils ont sauté plusieurs générations et se sont ramassés à l'avant-plan avec de l'infrastructure complètement nouvelle qui leur a donné un avantage concurrentiel. Peut-être que nous, c'est l'occasion, ça, pour le Québec, de dire, au lieu de passer par ce que tout le monde a fait avec Entreprise 5.0, là, on va aller directement vers quelque chose qui fonctionne encore mieux et qui va nous permettre d'être encore plus efficace que nos concurrents ailleurs dans le monde. Ça prendrait des gens bons en informatique au gouvernement. Oui, on en a souvent parlé. Là. Pour ça, il y a un paradoxe aussi. Là. Ça prend des bons salaires pour attirer des bons programmeurs. Là. Est-ce que dans le public, tu vas réussir à compétitionner avec le privé pour les bons programmeurs? Mais oui, effectivement, moi aussi, je suis de cet avis-là. Là. Si on veut éviter des fiascos qu'on a vus récemment, ça prend des gens très compétents dans la fonction publique. Il faut surtout être capable de les garder, les bons, pas les écœurer. Hein. Exact. Merci beaucoup, Jean-François Ouellet. J'en profite pour vous rappeler, l'IA débarque dans toutes les bonnes librairies humaines. Un vrai libraire, une vraie libraire. Tu sais, c'est comme un vrai livre que tu peux toucher. Il n'y a pas que des livres numériques. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Et vous ne pouvez pas le manquer. Il est rouge, écrit en blanc avec du jaune. Et ça, comme notre prochain invité va nous le dire, ça, c'est des vraies couleurs d'un marketeur. Ça, c'est un vrai gars des HEC. Il s'est dit, moi, je veux que mon livre shine, alors je veux ça rouge, jaune et blanc. Tu sais que ce sont les couleurs qui nous font manger des hamburgers. Absolument, tout à fait, mais c'est pas le même jaune, cela dit. Non, mais ça ressemble aux couleurs de McDo. Non, mais regarde, un gars le sait. Quand tu le sais, tu le sais. Tout de suite après la pause, d'ailleurs, on reçoit à nouveau notre... On l'aime beaucoup. Elle est venue la semaine dernière nous dire quelle était la couleur de l'année Pantone. Elle ne s'est pas trompée. C'est ici que vous l'avez entendu. On reçoit Madame Couleur après la pause.